Frankenstein. Voilà encore un livre popularisé par ses multiples adaptations au cinéma et par un acteur devenu mythique car il a interprété le rôle du monstre dès 1931, Boris Karloff. Ce livre de Frankenstein a été écrit dans des circonstances très particulières par une jeune femme de 19 ans, Mary Wollstonecraft Godwin. Celle-ci est alors la maîtresse du poète anglais Shelley. Nous sommes en 1816, en compagnie de Lord Byron, un autre auteur romantique très célèbre de la littérature anglaise. Il décide de faire un séjour dans les montagnes suisses près de Genève. Mais une tempête de neige isole leur chalet. Et pour éviter l'ennui, ils se lancent mutuellement un défi. C'est celui d'écrire un récit combinant le surnaturel et l'horreur. Au bout du compte, c'est le roman de Mary, devenu, après son mariage, Mary Shelley, qui est resté célèbre. Frankenstein est le nom d'un jeune savant qui, poussé par un orgueil démesuré, pense pouvoir égaler le pouvoir de Dieu, c'est-à-dire créer de toutes pièces un être humain auquel il parviendra à donner la vie. Sa volonté s'accomplit, mais au lieu d'être fier de son succès au moment de la naissance de sa créature, il réalise toute l'horreur de son acte et tente d'échapper à l'être qu'il a créé. Je vais vous lire la naissance de la créature qui se trouve au début du chapitre 5 de ce roman. Ce fut par une nuit lugubre de novembre que je contemplais mon œuvre terminée. Dans une anxiété proche de l'agonie, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient me permettre de faire passer l'étincelle de la vie dans la créature inerte étendue à mes pieds. Il était déjà 1h du matin, une pluie funèbre martelait les vitres et ma bougie était presque consumée. Lorsqu'à la lueur de cette lumière à demi éteinte, je vis s'ouvrir l'œil jaune et terne de cet être. Sa respiration pénible commença et un mouvement convulsif agita ses membres. Comment décrire mes émotions en présence de cette catastrophe ou dessiner le malheureux qu'avec un labeur et des soins si infinis, je m'étais forcé de former. Ses membres étaient proportionnés entre eux, et j'avais choisi ces traits pour leur beauté. Pour leur beauté, grand Dieu, sa peau jaune couvrait à peine le tissu des muscles et des artères, ses cheveux étaient d'un noir brillant et abondant, ses dents d'une blancheur de nacre. Mais ces merveilles ne produisaient qu'un contraste plus horrible avec les yeux transparents qui semblaient presque de la même couleur que les orbites d'un blanc terne qui les encadrait, que son teint parcheminé et ses lèvres droites et noires. Depuis près de 2 ans, j'avais travaillé sans relâche dans le seul but de communiquer la vie à un corps inanimé. Je m'étais privé de repos et d'hygiène. Mon désir avait été d'une ardeur immodérée. Et maintenant qu'il se trouvait réalisé, la beauté du rêve s'évanouissait. Une horreur et un dégoût sans borne m'emplissaient l'âme. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, je me précipitais hors de la pièce et restais longtemps dans le même état d'esprit dans ma chambre, sans pouvoir goûter le sommeil. La lassitude finit par succéder à l'agitation dont j'avais auparavant souffert, et je me précipitais tout habillé sur mon lit,
essayant de trouver un instant d'oubli. Mais ce fut en vain. Je dormis, il est vrai, mais d'un sommeil troublé par les rêves les plus terribles. Je tressaillis et m'éveillai dans l'horreur. Une sueur froide me couvrait le front, mes dents claquaient, tous mes membres étaient convulsés. C'est alors qu'à la lumière incertaine et jaunâtre de la lune, traversant les persiennes de ma fenêtre, j'aperçus le malheureux, le misérable monstre que j'avais créé. Il soulevait le rideau du lit et ses yeux, s'il est permis de les appeler ainsi, étaient fixés sur moi. Ses mâchoires s'ouvraient et il marmottait des sons inarticulés, en même temps qu'une grimace ridait ses joues. Peut-être parlait-il, mais je n'entendis rien. L'une de mes mains était tendue, apparemment pour me retenir, mais je m'échappais et me précipitais en bas. Je me réfugiais dans la cour de la maison que j'habitais et j'y restais tout le reste de la nuit, faisant les 100 pas dans l'agitation la plus grande, écoutant attentivement, guettant et craignant chaque son comme s'il devait m'annoncer l'approche du cadavre démoniaque à qui j'avais donné la vie de façon si misérable. Ah! Aucun mortel ne pourrait supporter la vue de ce visage horrible. Une momie à qui le mouvement a été rendu ne saurait être aussi hideuse. Eh bien, si vous avez envie de lire ce roman, vous suivrez les tentatives de Frankenstein pour échapper à sa créature qui lui reproche de l'avoir abandonné comme un père aurait abandonné son propre enfant. Vous découvrirez le chantage exercé par la créature sur son créateur afin qu'il revienne. Vous assisterez à la métamorphose de cette créature en un monstre, multipliant les actes criminels. Vous admirerez la composition de l'œuvre en plusieurs récits enchâssés les uns dans les autres, comme des poupées russes révélant des histoires qui se complètent les unes les autres. Vous suivrez avec angoisse les épreuves de plus en plus cruelles subies par le héros comme punition de s'être pris pour un Prométhée moderne ayant eu l'illusion de devenir un créateur à l'égal de Dieu. Pour conclure, on peut associer Frankenstein à plusieurs notions du programme de philosophie de terminale. Tout d'abord, on peut voir qu'il relie la science et la conscience. La science, au sens premier du terme, désigne le savoir, la connaissance. Le livre pose la question des limites du savoir humain, non pas en termes de capacités intellectuelles ou scientifiques, qui peuvent être illimitées, mais sur le plan moral. Est-il bien moralement de vouloir atteindre tous les secrets de la création? À cela, le roman répond négativement et, en quelque sorte, nous rappelle la phrase imaginée par Rabelais dans son livre Pantagruel : « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Les deux autres thèmes du programme philosophique de terminale qu'aborde le roman de Mary Shelley sont le bonheur et la nature. Dans ce livre, qui soumet son héros à un destin de plus en plus cruel, les images de bonheur sont rares et jouent en quelque sorte le rôle de contraste. Elles sont cependant
représentée par la pureté des sentiments amoureux qu'éprouve Frankenstein pour Élisabeth. Et ce bonheur est aussi représenté par l'évocation de certaines scènes mettant en valeur la nature par sa beauté et sa pureté qui, selon la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, rend les hommes meilleurs. Malheureusement, en créant le monstre, Frankenstein a bouleversé l'ordre de la nature. Et les images de bonheur ne sont dans le roman que provisoires. Et elles sont très vite remplacées par la cruauté et par l'horreur.